Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour notre 243e briefing, notre éclairage sur l'actualité en Russie traditionnelle. Je me répéterai encore une fois, le lundi, ce nouveau briefing est consacré plutôt à l'actualité mondiale et plus précisément encore aux évolutions dans la relation russo-ukrainienne et plus largement donc tous les efforts diplomatiques qui entourent cette résolution du conflit que nous espérons tous de nos voeux. Aujourd'hui, nous sommes en tête à tête avec Arnaud, puisque Igor est en train de donner une conférence encore dans le vaste monde. Arnaud va avoir la lourde charge, mais qui pèsera peu sur ses larges épaules, d'assumer seul aujourd'hui ce briefing. Donc, n'hésitez pas à poser d'ores et déjà vos questions. Si jamais elles auront trouvé leur réponse pendant l'exposé, eh bien, tant pis, mais tant mieux si ça nous permet de continuer un peu plus longtemps et d'approfondir ces propos. Voilà, Arnaud, sans plus attendre, je te passe la parole. Nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, un briefing qui sera peut-être un peu moins dense et moins long que les précédentes éditions. Pourquoi? Parce que l'on assiste à un ralentissement de la dynamique après les discussions de Riyad le 19 mars et les déclarations très dures de Vladimir Poutine à Mourmansk fin mars, on en avait parlé. Il y a certes des rencontres, quelques sommets, des visites diverses, mais au fond, assez peu de changements, assez peu d'évolutions depuis notre dernière intervention de jeudi. Quelques mots de contexte. Moscou et Kiev continuent de s'accuser mutuellement de ne pas respecter la trêve sur les infrastructures énergétiques. On voit par ailleurs une intensification des frappes russes. Kryvyi Rog, près de 20 morts. Kiev, qui a également connu plusieurs alertes aériennes et attaques ces derniers jours. Et samedi, après les critiques du président ukrainien Zelensky, qui avait dénoncé, je cite, une faible réaction américaine, l'ambassadrice américaine en Ukraine, Madame Brink, a évoqué les attaques russes lors d'une visite à Kharkiv. Mais j'en reviens aux événements qui sont produits depuis jeudi dans le champ diplomatique, en lien avec le conflit ukrainien et en lien avec les tentatives de le régler. L'événement le plus important, sans conteste, c'est la visite de Kirill Dmitriyev à Washington, les 2 et 3 avril. C'est indubitablement l'événement de ces derniers jours le plus important. Euh, Kirill Dmitriyev, qui, je le rappelle, a désormais le titre d'envoyé spécial de Vladimir Poutine pour la coopération économique internationale, a déclaré à l'issue de ses entretiens aux États-Unis que les deux pays avaient fait, je cite, trois pas en avant. Il a également dit que beaucoup d'acteurs cherchaient à entraver le dialogue. On peut penser qu'il faisait référence aux Européens. Il a dit également que l'administration Trump écoutait la position et les préoccupations de Moscou et que plusieurs nouvelles rencontres seraient nécessaires pour dépasser les divergences. Parmi les sujets évoqués, toujours selon M. Dmitriev, outre le conflit ukrainien, euh, en Arctique et sur les terres rares, ainsi que le dossier du rétablissement des liaisons aériennes directes entre les États-Unis. Alors, il y a deux éléments qui retiennent plus particulièrement, enfin, il y en a trois en réalité, qui retiennent plus particulièrement mon attention. D'abord, le fait que M. Dmitriev, au-delà de ses interlocuteurs habituels, c'est-à-dire Steve Witkoff, envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, mais dont on sait qu'il joue un rôle majeur dans le dossier ukrainien, outre Marco Rubio, qui est à la tête du département d'État, eh bien, M. Dmitriev a eu des entretiens avec deux sénateurs, Lindsey Graham de Caroline du Sud et Mark Wayne Mullin d'Oklahoma, apparemment à la demande de Donald Trump. Ça aussi, c'est intéressant, en tout cas selon les informations rapportées par NBC News. Ce qui est également intéressant, ce qui constitue un petit événement quand même, c'est qu'il a eu accès au plateau de CNN, un privilège inédit pour un dirigeant russe depuis février 2022. Et par ailleurs, Dmitriev, toujours dans le prolongement, j'allais dire dans le service après-vente de son déplacement, a évoqué sur la première chaîne de télévision russe, je cite, le début d'un dialogue respectueux entre les deux pays. Alors,
Monsieur Dmitriev, il y a aussi quelque chose, je peux dire un troisième élément, donc outre les sénateurs, outre CNN, il y a un troisième élément qui est encore, je dirais pas très affirmé, mais qui commence à m'interpeller, c'est que je vois un décalage entre la tonalité générale de ce que rapporte Dmitriev et d'autres sources russes. Et je ne serais pas étonné si d'ici quelques jours, on voyait s'affirmer, se confirmer un début de, non pas de chasse au Dmitriev, mais en tout cas entendre une autre petite musique, y compris dans les cercles de pouvoir. En gros, ce que certains reprochent à Dmitriev, c'est de ne pas être légitime pour conduire des discussions de ce niveau. Et on a eu des informations assez précises sur les mouvements d'humeur de M. Lavrov à Riyad il y a quelques semaines, qui aurait exigé que M. Dmitriev ne figure pas sur la photo. Ça paraît. Et par ailleurs, sur le fond, beaucoup de gens à Moscou considèrent qu'il est un peu optimiste et un petit peu trop allant dans son dialogue avec les Américains. Alors, il peut certes se prévaloir du mandat du président, et c'est ce qu'il y a de plus important en Russie, mais j'allais dire un peu comme pour Trump, si tout ça n'aboutit à pas grand-chose dans les jours et les semaines qui viennent, eh bien l'étoile de Dmitriev, qui brille très haut aujourd'hui dans les cercles de pouvoir russes, pourrait commencer à pâlir. En tout cas, c'est une hypothèse sur laquelle j'attire votre attention. Deuxième événement important de cette séquence récente, la visite à Kiev des chefs d'état-major des armées françaises et britanniques afin de poursuivre les consultations sur la force de réassurance, entre guillemets, destinée à prévenir une reprise du conflit une fois le cessez-le-feu mis en place. Ils ont discuté là je cite le général Burkhard, chef d'état-major de l'armée française, le maintien d'un soutien déterminé à l'armée ukrainienne, lui permettant de poursuivre le combat. Le président Zelensky avait affirmé la veille de l'arrivée des généraux français et britanniques qu'il discutait d'une présence au sol, dans le ciel et en mer, je cite, et aussi de la défense aérienne et de quelques autres sujets sensibles. Alors, maintenant, quelle suite dans ce marathon diplomatique qui, selon toute vraisemblance, va durer encore longtemps et connaîtra bien des péripéties, des hauts et des bas. À court terme, une réunion du groupe de Rammstein, on en a parlé la semaine dernière avec Igor, sans les États-Unis et sous présidence britannique. De nouveaux contacts russo-américains possibles cette semaine, Dmitriev en a parlé, mais il n'y a pas de confirmation côté américain, ni d'ailleurs, c'est intéressant, de la part de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Quelques nouvelles de dernière minute. D'abord, des déclarations de Trump, rapportées en tout cas par le pôle de journalistes accrédités à la Maison-Blanche. Le président américain aurait dit, je cite, nous parlons avec la Russie, nous voudrions qu'ils arrêtent. Les bombardements ne me plaisent pas, les bombardements continuent. Et Donald Trump, fidèle à lui-même, si j'ose dire, a une nouvelle fois ajouté que la guerre d'Ukraine n'aurait pas eu lieu s'il avait été au pouvoir en 2022. Deuxième intervention de dernière minute, M. Peskov, j'en ai dit un mot tout à l'heure, revenant sur bien les propos du président américain, revenant sur les critiques qui sont adressées à la Russie à propos du non-respect ou de la non-acceptation de l'offre de cessez-le-feu formulée par Washington. Il a dit, là encore je cite, un nombre énorme de questions restent à résoudre. Il a en particulier évoqué la question de la militarisation, c'est-à-dire en réalité de la démilitarisation de l'Ukraine. Et enfin, Président, je garde le meilleur pour la fin, une déclaration qui nous vient du Caire de la part Emmanuel Macron qui effectue une visite et il a jugé à la mi-journée urgent que la Russie cesse les faux-semblants et les tactiques dilatoires et accepte le cessez-le-feu sans condition. Donc voilà où on en est. Encore une fois, je le répète, on ne peut pas parler d'enlisement, mais très clairement, la dynamique qui avait été très spectaculaire et qui avait beaucoup surpris, on s'en souvient fin février, elle trouve
peut-être un rythme de croisière, peut-être qu'elle va s'accélérer à nouveau, peut-être qu'elle va s'éteindre, mais en tout cas, on est dans un autre tempo très clairement que fin février, début mars. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions, notamment sur ce fameux Dimitriev. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler déjà quel est son background et pourquoi est-il maintenant et aujourd'hui et maintenant à cette position et quelles sont ses forces et faiblesses? Alors, Monsieur Dmitriev, d'abord, ce n'est pas anodin, il présente la particularité d'être né à Kiev. C'est quelqu'un qui a fait des études et qui a travaillé aux États-Unis. Il parle un américain très, très bon, pas du tout scolaire, très fluide. On se souvient l'avoir vu, alors il n'était pas sur la photo protocolaire, aux côtés de Lavrov et Ushakov. Par contre, on a vu qu'il faisait des blagues avec ses homologues américains, et il en est capable. Et ça peut aider dans ce genre d'événements. Euh, les autres atouts, les autres éléments importants de ses biographies qui expliquent son ascension depuis une dizaine d'années, alors je n'ai pas la date exacte de sa nomination en tête, mais il dirigeait donc le RFPI, c'est-à-dire le fonds souverain russe, le fonds des investissements directs étrangers. Il faut savoir qu'avant la guerre d'Ukraine, cette structure avait des discussions très fructueuses avec la Caisse des dépôts et consignations en France, par exemple, avec des responsables politiques et économiques français et européens, occidentaux. Évidemment, depuis quelques années, les efforts du Fonds souverain russe sont plutôt axés vers les pays du Sud global, entre guillemets, Singapour, enfin, oui, et d'autres pays, Émirats arabes unis, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui a un profil de dirigeant économique, euh, mais qui est un petit peu à part au sens où il n'est pas membre du gouvernement. Il a plutôt un profil de, comment dire, voilà, de quelqu'un qui a travaillé dans le secteur privé avec un fort tropisme, une forte appétence américaine, ce qui est assez rare dans les cercles de pouvoir aujourd'hui. Alors, c'était le cas de Koudrine il y a une dizaine d'années. Peut-être que Dmitriev est un peu le nouveau Koudrine aujourd'hui. En tout cas, qu'il essaie de jouer ce rôle-là. Et par ailleurs, on sait qu'il est très ami, en tout cas, que le couple Dmitriev est très ami avec l'une des filles du président russe. Donc voilà, c'est quelqu'un qui euh, présente un profil atypique et qui jouit de la confiance du président russe, ce qui, encore une fois, dans le système de pouvoir actuel et pas qu'actuel, est sans doute l'un des facteurs les plus importants. Oui, je crois que c'était le sous-entendu de la question, c'est est-il un choix du président ou un choix de Ah, c'est un l'appareil? choix personnel du président, très clairement. C'est un choix personnel du président qui l'impose en réalité, j'allais dire qui le met dans les pattes du ministère des Affaires étrangères et d'autres structures qui ont la légitimité institutionnelle pour elles, pour conduire ce genre de discussion avec les Américains. Mais ça permet aussi, vous savez, le Kremlin, les Russes sont des gens, contrairement à ce qu'on peut entendre, ne sont pas des idiots. Et qu'ont-ils vu? Ils ont vu qu'autour de M. Trump, il y avait M. Witkoff, que c'était lui qui prenait la main, qui prenait l'ascendant sur le général Kellogg, qui au début était censé traiter le dossier ukrainien et parler aux Russes. Et la conclusion, semble-t-il, auquel sont arrivés les dirigeants russes, c'est que la personne qui parle la même langue que Witkoff, il y en a Lavrov, c'est pas Patrouchev, c'est pas Shoigu, c'est pas Ushakov, c'est peut-être Monsieur Dmitriev. Voilà l'explication majeure, à mon avis, du choix. Alors toujours sur la question de Dimitriev, on nous demande, sait-on pourquoi il y avait cette demande de rencontrer ces sénateurs spécifiques? Eh bien, peut-être parce que, d'abord, le Sénat aux États-Unis est une institution extrêmement importante, que dans les questions de politique étrangère et sur le dossier ukrainien, même au sein des républicains, il y a encore quelques îlots, je dirais, de résistance, de personnes qui ne sont pas enchantées de la nouvelle approche de Trump, qui finalement se sentent sans doute plus proches de la politique qui était conduite par l'administration précédente. Et Lindsey Graham est réputé pour son ukrainophilie ancienne, malgré sa sortie du 28 février contre Zelensky, qui était pur opportunisme en réalité. Donc,
encore une fois, si cette information donnée par des médias américains se confirme, selon laquelle c'est Trump qui a demandé, enfin qui a organisé finalement cette rencontre entre Dmitriev et deux sénateurs, c'est peut-être aussi pour l'aider, pour déminer, pour que finalement les Russes fassent eux-mêmes leur travail de pédagogie au-delà de leurs interlocuteurs institutionnels habituels, département d'État, Witkoff, etc. Parce qu'à un moment, le Congrès, le Sénat auront leur mot à dire. Eh bien, alors une question plus générale, enfin, beaucoup de gens s'étonnent du traitement favorable de la Russie dans l'exemption des tarifs, alors que tout le monde a pris cher, si on peut dire, et on s'étonne que la Russie semble être passée complètement à travers les gouttes. Et est-ce que ça doit être interprété comme un soutien pratiquement inconditionnel à la Russie, ou est-ce que c'est simplement circonstanciel parce qu'il n'y avait pas beaucoup de commerce et il y avait déjà des taxes et des sanctions? Oui, pour le coup, je ne serais pas enclin à surestimer l'importance des décisions. La Russie n'est pas seule, hein. Je crois qu'il y a une vingtaine de pays. La Biélorussie en fait partie aussi. Je crois qu'il y a des pays africains. Enfin, il y a une liste, il y a un certain nombre de pays qui sont passés. S'agissant de la Russie, il y a deux explications au moins. D'abord, cela a été dit, il y a des montagnes de sanctions qui sont déjà en vigueur contre la Russie. Il y a un flux d'affaires qui est pratiquement tari, quelques milliards tout au plus, avec des importations notamment d'uranium russe vers les États-Unis. On ne voit pas très bien quel intérêt auraient les États-Unis à taxer ça. Ils n'importent plus voilà, enfin, de produits agricoles ou autre chose. Donc, et par ailleurs, je n'exclus pas que Trump et ses équipes aient envie, passez-moi l'expression, d'en garder un petit peu sur le pied pour le cas où il faudrait montrer quelques mesures sévères à l'égard de la Russie dans les semaines, les jours ou les semaines qui viennent. Alors, la dernière question, elle est pas, pas directement liée à ça, mais elle n'est pas très loin non plus parce que on a vu que parmi les conséquences des décisions américaines, outre la chute de différentes bourses, il y a également la chute du pétrole. Et donc, les prix du pétrole. Et donc, on nous demande quid du budget fédéral russe 2025 avec le Brent à 65 dollars. Quel est d'ailleurs le prix du baril d'Urals? Alors, est-ce que c'est seulement la conséquence des décisions de Trump? Pas sûr, c'est aussi, peut-être et surtout, les décisions de l'OPEP+, et la décision d'augmenter les quotas de production. En tout cas, le fait est que le Brent est descendu à 63, 64 aujourd'hui. On sait que le rabais, le différentiel entre les cours du Brent et le cours moyen du pétrole russe, ben, il y a une bonne dizaine de dollars. Parfois, ça va jusqu'à 14, c'était redescendu à 11. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le pétrole russe est vendu à moins de 55 dollars. Mais ce n'est que la moitié de l'équation, puisqu'il y a aussi le cours du rouble. Aujourd'hui, nous avons deux facteurs défavorables pour l'équilibre budgétaire russe. D'une part, la baisse du cours du pétrole, les cours mondiaux du pétrole, aggravés par ce différentiel que j'évoquais. Et puis, il y a le rouble qui est fort, relativement fort en tout cas. Et donc, il y a un effet ciseau. Un rouble fort et un pétrole faible, ben, ça fait deux fois, enfin, beaucoup moins j'allais dire, de pétro-roubles qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc, alors, encore une fois, tout ça, on l'a déjà vu. On l'a vu en 2020 dans des proportions beaucoup plus catastrophiques. On l'a vu en 2021. La seule question qu'il faut se poser, je n'ai pas la réponse, mais je vous rassure, et je te prie de me croire, cher président, personne n'a la réponse, même des gens beaucoup plus intelligents que moi. C'est combien de temps ça dure? Voilà. Si ça dure 10 jours, 15 jours, une semaine, 6 mois ou toute l'année. L'autre chiffre dont il faut se souvenir, c'est que dans le budget fédéral 2025, les recettes pétrolières et gazières, mais l'essentiel provient du pétrole en réalité, ça représente en théorie 27% des rentrées fiscales. Donc voilà, un petit peu les données du problème. Très bien, mettons donc notre casquette mitterrandienne et laissons du temps au temps. Absolument. Voilà un propos présidentiel conclusif. Merci infiniment Arnaud pour ces éclairages. J'en ai pas plus de questions, donc on va
arrêter ce 243e briefing aujourd'hui. Nous vous attendons tous jeudi, donc à 17h30, en vous rappelant encore une fois qu'il y avait un changement d'heure, et donc il faut se brancher un peu plus tôt. Voilà. Comme toujours, eh bien, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.